Bienvenue sur Fragile. Je vous propose de poursuivre votre découverte de Porquerolles, île sœur de Porquerolles. Plus sauvage, plus mystérieuse, plus lointaine, 10 fois moins peuplée que sa voisine Porquerolles, Porquerolles fut un haut lieu de villégiature intellectuelle pour des artistes et gens de lettres. Dans l'esprit de l'île, magnifique ouvrage paru aux éditions Claire Pollan, dont je vous recommande vivement la lecture, Pierre Buffet, grande personnalité de Porquerolles, écrit « Ceux qui ont su s'implanter dans cette île avaient un supplément d'âme. Ils ont su se nourrir de la poésie de ce lieu et s'en sentir solidaires, au point souvent de ne pouvoir s'en arracher. » Cette semaine, je reçois Alain Pegliasco. Bonjour Alain, vous êtes un enfant du pays puisque vous êtes né sur l'île du Levant en 1943. L'histoire de votre famille avec cette île commence avec votre grand-père, Léopold Pegliasco, italien venu s'y installer comme pêcheur dans les années 20. À la demande des services de l'État, il assure la première liaison régulière entre l'île et le continent, 2 fois par semaine, pour le courrier et l'approvisionnement du phare en pétrole. En 1937, le premier service pour passagers voit le jour. Votre père, Louis, surnommé Loulou le Corsaire, prend la suite de votre grand-père et assure un service été comme hiver. Vous rejoignez cette lignée de marins à l'âge de 14 ans, à la fin des années 50, comme mousse, aux côtés de votre père. Avant d'aller plus loin dans votre parcours, Alain, savez-vous en quelle année et pourquoi vos grands-parents décident de s'installer sur l'île du Levant ? D'abord, ils ne sont pas installés à l'île du Levant, ils sont installés à l'île de Porquerolles. Donc ils arrivent au Lavandou dans les années 18-20, et ils passent à Porquerolles parce que ma grand-mère trouve du travail à l'hostellerie provençale chez Madame Henry. Mon grand-père fait la pêche et il a un bateau. Donc il vit à Porquerolles à peu près 2 ans, à côté de chez Dany et de la Trinquette, la maison qui est là. Et dans les années, disons 22, dans ces environs-là, les phares et balises, les ponts et chaussées, demandent à plusieurs personnes qui seraient intéressées pour reprendre le service, puisque la famille Vial, qui habitait à Port-Avis, se retire pour des raisons personnelles que je ne connais pas. Et donc il leur fallait quelqu'un pour faire le ravitaillement du phare, surtout du phare. Et la suite fait qu'après, c'est la Poste qui a demandé un service officiel qui s'est développé en 1926. Voilà, donc c'est comme ça que mon grand-père atterrit donc à Porquerolles. 2 ans après, il arrive à Port-Avis. Et il reste à Port-Avis jusqu'en 1974, alors que la marine était là dans les années 50. Mais si vous préférez, il avait, dans la guerre de 40, il avait avec la famille vieille du Lavandou, ils avaient sauvé la vie de l'amiral Sapp. Et en échange, il avait demandé à pouvoir rester parce qu'il est devenu aveugle dans sa 55e, 60e année. Il est devenu aveugle et comme il se connaissait à Port-Avis, ils l'ont laissé jusqu'à ce qu'il veuille partir. Nous, on ne pouvait pas y retourner parce que d'abord c'était la maison de l'État, mais la marine lui a laissé la jouissance jusqu'en 74 à Port-Avis. Donc Port-Avis, c'est sur l'île du Levant, c'est ça ? Oui. Donc le port militaire, oui. Qui était le port civil à l'époque. Parce D'accord. que ma grand-mère avait un bar, avait une quinguette, et mon grand-père avait une espèce de chantier pour réparation de ses bateaux et des bateaux sur l'île. Et il faisait en même temps le service journalier des passagers, 3 fois par semaine à l'époque. Voilà. Donc des années 1925 à peu près jusqu'à 1974, vos grands-parents étaient basés sur l'île du Levant, c'est ça ? À Port-Avis. À Port-Avis, très bien. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment s'est déroulée votre enfance ? Où est-ce que vous avez grandi ? Et quels sont vos souvenirs et impressions de cette période ? Vous avez dit on a dit que vous étiez né donc au Levant en 1943. De ce qu'on m'a raconté, parce qu'en 1943... L'île a été évacuée, l'île du Levant ? Oui, elle est évacuée quand les Italiens sont arrivés avec les Allemands. Et donc, mon père qui avait connu ma mère, qui était un mannequin à Paris,
Se sont retrouvés à Nancy parce que mon oncle était un chirurgien qui était responsable de l'usine. Il y avait 2000 ouvriers et qui était occupé par les Allemands. Et pour pas qu'ils partent en Allemagne faire le travail obligatoire, il l'avait fait rentrer à l'usine comme chauffeur dans l'usine. Voilà. Et donc en 1943, ils peuvent revenir sur le Levant. Il y a cet accident de parcours parce que c'était pas prévu, c'était pas. Donc elle croise mon père et voilà, c'est moi. Donc en 1943, j'arrive parce que la demi-sœur de ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc la femme du chirurgien. Mmh. Et quand il est arrivé ce truc, il a dit je suis enceinte et tout. Et il a dit bah, écoute, t'occupe pas, moi je vais l'adopter. Voilà. Donc mon oncle, travaillant pour les Allemands à cause du travail obligatoire de l'usine et tout, avait pu avoir un passage de 5 jours pour passer à la ligne de démarcation et venir à l'île du Levant. Et quand il est arrivé le soir, il lui a dit mais demain matin à la première heure il faut partir, demain matin c'est là, tu vas accoucher vite vite. Et c'était tellement vite que je suis arrivé à 5 heures du matin et c'est lui qui a accouché ma mère et voilà pourquoi je suis né sur l'île du Levant. Et vous avez passé quelque temps sur l'île du Levant ou vous avez tout de suite dû partir? Non, parce que le couple, si vous préférez, a dit non, on le garde. Et je suis resté au Levant jusqu'à l'âge de 8 ans. Mais sur le Levant, j'avais donc toute ma famille, puisque mon père avait 5 sœurs. Mmh. Et toutes les sœurs étaient mariées avec ou des pharistes ou des militaires. Mmh. Donc, à cette époque-là, quand je pouvais, je me sauvais ou à Port-Avis, chez ma grand-mère, ou j'allais au phare du Titan, rejoindre mes cousines. Disons, les seules personnes qui habitaient sur l'île à l'année, c'était les pharistes. Donc, tous mes oncles à l'époque étaient, pas tous, mais enfin une grosse partie était corse. Mmh. Et donc, ils étaient gardiens de phare du Levant, gardien de phare de l'île du Ribot, mmh. et gardien du phare de Bénin. Donc, quand je sortais la nuit, beaucoup plus tard, j'étais protégé par mes oncles. Voilà. Vous grandissez, vous m'avez dit, jusqu'à l'âge de vos 8 ans sur l'île du Levant. Oui, sur l'âge de 8 ans. Donc là, donc mon père avait les camions qui faisaient le transport, avait les bateaux. Enfin, le bateau, parce qu'il n'y en avait qu'un. Et ils avaient aussi une épicerie qui était du côté du port civil. Parce que dans les années 50, donc quand la marine est venue, moi je suis parti juste dans les années 50, je suis parti et la marine venait de prendre le port du Levant et avait obligé qu'on passe par le port civil qui a été créé à l'Égade. D'accord. Donc vous avez fait quelques classes sur l'île du Levant ou pas? Est-ce que vous êtes allé à l'école sur l'île du Levant? On m'a dit que vous aviez eu comme institutrice... Bien sûr que j'ai été à l'école. Oui. J'ai fait l'université à l'île du Levant. Madame Sémulaire. Oui. Madame Vial. Madame Augier. Ouais, vous avez des souvenirs? Mes trois institutrices que j'ai eues. Et après, alors j'ai été avec toutes mes cousines parce que c'était presque toute ma famille. Vous étiez combien d'enfants à peu près, vous savez? Bonne quinzaine. Ah oui, ouais. Quand même. Vous vous souvenez de vos jeux enfants sur l'île ou pas? Est-ce que vous avez des souvenirs un petit peu de cette période? Non, pas de jeux. Si vous préférez, j'étais pas du tout abandonné par mes parents, c'est pas vrai. Hein. Mais mon père travaillait, ma mère aussi, et donc je faisais ce que je voulais. J'allais donc ou chez ma grand-mère, ou alors donc je gambillais, hein, c'était tout à pied. Hein. Faut penser quand même que ça fait à peu près 7 km pour aller jusqu'au phare de l'autre côté là-bas. Hein. Donc j'y allais à pied, j'avais
j'avais 5 ans, 6 ans. Hein, après, je me faisais remonter les bretelles parce que quand même, on me cherchait pour savoir où j'étais. Voilà. On n'avait pas de jeux spéciaux, on était un peu sauvages même entre nous. Par contre, avec mes cousines, au phare, oui, ils avaient des élevages de chèvres, Ouais. avec les petits bouquetons, là, les petits cabris. Là. Dans ça, je me suis beaucoup, beaucoup amusé. Et c'est pour ça que j'essayais toujours d'aller là-bas. Après, mes tantes téléphonaient, il est avec nous, t'inquiète pas, il est avec nous. Et quand je rentrais, je savais ce qui m'attendait. Bon, une certaine liberté, mais quand même modérée. Ouais. Est-ce que vous pensez que vos premières années sur l'île du Levant ont pu influencer votre rapport au monde, aux autres et à la nature? Et si oui, dans quel sens? Je sais pas si ça peut appeler ça influencer, mais le problème a été, c'est que quand je suis parti du Levant, je suis parti sans savoir ce qui m'arrivait. Je ne savais pas. Donc vous partez à tout ce 8 que je vous ans? raconte, Oui. c'est ce que on m'a dit. Il y a quand même des choses que j'ai vécues qui sont dans ma tête, mais toutes les histoires de ma famille, de mes grands-parents, comment ils arrivent, c'est toutes mes tantes, mon grand-père, mon père qui me l'ont dit. Mais du jour au lendemain, je me suis retrouvé à Nancy. Mais sans que ça soit dur. Je comprenais pas. J'étais là. Alors je comprenais. J'avais pas l'esprit d'abandon. J'avais pas le truc. J'étais chez ma marraine. Oui. Parce que c'était ma marraine qui était la demi-sœur de mon père. Donc c'était vos parents d'adoption en quelque sorte? C'était ceux qui auraient voulu m'adopter. D'accord. Voilà. Et vos parents étaient restés sur l'île du mais Levant? mon père avait été refusé de la garde et ma mère aussi. D'accord. Les deux n'avaient plus le droit à la garde de ma garde. Oui. Enfin, ça, je le sais par rapport à. Et donc, je me suis retrouvé et je ne me rappelle pas comment je suis arrivé là-bas. Alors ça, c'est un mystère. Je ne sais pas comment je suis arrivé. Il y a un trou noir. Ah, un trou noir complet. Je ne sais pas. Je suis parti de l'île, je me suis retrouvé là-bas et je ne sais pas comment je suis arrivé. C'est à mon dingue, avis, j'ai ça. dû être téléporté. Mais c'était pas. Contrairement, c'était pas catastrophique. Hein. Je me retrouvais dans une maison. Ce grand homme c'est lui qui m'a élevé, qui m'a donné de l'instruction, parce que au Levant, c'est pas que j'avais pas d'instruction, c'est pas que. Mais enfin, il y avait les petits, les grands, le machin. J'y allais pas. Ça se passait un peu. Bon enfant, quoi, Oui, hein. oui. Mais là, c'était plus pareil. Mais chez mon oncle, donc il y avait ce grand homme a fini moine dans sa vie. Je me suis retrouvé dans cette maison. Il y avait le jardinier, il y avait le chauffagiste qui faisait l'entretien des chaudières. Il y avait le jardinier, il y avait une cuisinière, une femme de ménage, 3 étages. J'étais comme un coq en pâte, hein. La seule chose, j'étais un sauvageon et je me battais beaucoup. Vous aviez des cousins, cousines? Vos oncles et tantes avaient des enfants? Ah oui, entre-temps, ils avaient adopté un enfant. D'accord. Donc j'avais un cousin qui avait 2 ans de plus que moi. Mais vous gardez pas de souvenir d'une rupture violente avec Non. votre vie Non, j'ai d'enfant pas le droit sur de- l'île c'est du pas vrai. Levant? Ah oui. Pareil, je suis là. Oui, vous êtes là. Je suis là, je vois très 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 peu ma mère, qui avait eu pas la garde, mais comme elle l'avait donné la garde à cet homme, elle pouvait venir. Voilà. Donc je l'ai vue quelques fois. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'au Levant, je faisais ce que je voulais, je me suis retrouvé, je sais pas. Et vu que j'arrivais pas avec À vous les intégrer, enfants, ouais. ça allait pas, j'étais toujours en train de me battre et tout. Alors l'oncle, il recousait, plus ou moins, ça se passait bien, parce que le chirurgien était un grand homme, moine, enfin, à la fin de sa vie, il était toujours à l'église. Et les religieuses qui tenaient l'hôpital, c'était pas des infirmières. Et il m'a envoyé à Saint-Dizier en Haute-Marne. Oui, je connais un petit peu. Là, de très très mauvais souvenirs. À quel niveau? Mais pas de souvenirs, comment dirais-je, j'étais enfermé ou quoi que ce soit, non.
J'étais là. C'est-à-dire quand vous dites ils vous envoient en pensionnat? Ah oui, ça? je suis en pension. Hein. Oui. Bah oui, c'est à peu près 150 km de Nancy. Hein, Oui. donc, Oui. oui, je suis en pension. Donc là, vous avez une dizaine d'années à peu près? Oui, oui, c'est ça. Entre 9, je fais 9, 10, 11. Oui, c'est ça, 9, 10, 11. 12. Non, donc c'est ça, 10, 11, 12. Je fais là-bas. Là, ça se passe pas bien avec ces messieurs, les curés. Mais je peux pas en parler à mon oncle. Parce que si j'en parle à mon oncle, en tant que chirurgien... Et il s'était passé une chose, le premier jour que je suis arrivé au pensionnat, j'ai expliqué que je vivais sur une île où les gens étaient tout nus. Et j'ai expliqué ça à mes copains, puisque... c'était votre... Oui, alors je vois mon copain qui rentre à la maison, qui dit, il vit sur une île, ils sont tout nus. De suite, on a été trouver le directeur. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Mais qu'est-ce que c'est? Alors, on a appelé mon oncle. Mon oncle a dit oui, c'est vrai, il vit sur une île de nudistes, machin. Mais comme mon oncle était un grand donateur pour la religion et tout, alors on m'a pas viré de l'école. Mais on m'a mis au secret pendant 2 ans à peu près. C'est-à-dire, on vous demandait de pas dire Je d'où vous devais veniez? d'abord pas en parler. Première chose, et les 2 autres, je pouvais pas être moins de 3, j'avais pas le droit d'être à 2. Voilà. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même difficile pour un jeune enfant d'être comme ça, un peu stigmatisé tu en te fait. retrouves, tu vois, un peu, surtout que j'ai eu passé des grandes vacances à rester là-bas, parce que, pour raisons diverses, voilà, donc... Puis un jour, mon père est venu me voir. Puis, une deuxième fois, et donc vers l'âge de 12 ans, il s'est remarié, et là il devenait légal, si on peut dire, quoi. Et il a demandé à m'avoir pour les vacances. Et je suis venu au Lavandou, et j'ai plus voulu repartir. J'ai plus voulu. Donc au Lavandou, ça se passe très bien, tout va bien. Là, à l'inverse de vos 8 ans, quand vous quittez l'île, vous vous souvenez de votre retour au Lavandou? Ah oui, là je me rappelle du car qui m'a mené, parce que je suis venu en train tout seul. J'allais de Nancy à Saint-Dizier tout seul en train, j'avais 10 ans, c'était pas... À l'époque, c'était pas extraordinaire. Non, hein. mais enfin, je sais pas si on laissera encore beaucoup d'enfants de 10 ans. Vitry-le-François, Bar-le-Duc... J'arrive au Lavandou, je prends un car, et je me rappelle, c'est où le Lavandou, madame? Ben, c'est un peu plus loin. C'est encore un peu plus loin. Enfin, finalement, j'arrive au Lavandou, donc là, je suis quand même choyé par mon père et sa femme. Hein. Ça se passe très très bien. Et je vais à l'école, à l'université de la Londres. Donc je fais 2 ans là-bas, et j'allais aller au certificat d'études, quoi. Et je ne veux plus aller à l'école. Vous ne voulez plus aller à l'école? Je ne veux plus. Et puis, si vous préférez, ça ne rentrait plus. Ça ne rentrait plus. Mais alors, que j'y allais ou que j'y allais pas, c'est pareil. C'était... Par contre, la mer, les bateaux, là c'était dans les yeux. Il y avait des étoiles. Et donc, déjà je naviguais. C'est-à-dire que pendant les grandes vacances, je naviguais. Oui, parce que ce qu'on oublie de préciser, c'est que on l'a dit en introduction, mais que votre grand-père assurait déjà les liaisons, que votre père avait pris la suite de votre grand-père. Dans les années 40, il a repris la suite. Ouais. Et donc, vous démarrez comme jeune mousse, c'est ça, à l'âge de 14 ans? Donc, je lui dis que je ne veux plus aller à l'école. Il me dit, écoute, tu ne veux plus aller à l'école, mais tu vas faire ce qu'on appelle la saison. Alors, la saison, à cette époque-là, c'était pas grand-chose. C'était debout à 4 heures du matin. Il ne fallait pas qu'on soit obligé de me bouger. On tapait à la porte et je devais me lever. Donc, je me levais, j'avais mon bol de café, je descendais.
Et on appareillait à 5h moins le quart. Donc on chargeait du gaz, des trucs, tout ce qu'il y avait pour les gens des îles, les marchandises. Et on partait. Et on tournait toute la journée, y compris qu'on mangeait à bord le midi. Enfin, on mangeait quand même, hein, le midi. Jusqu'au soir, à peu près vers 19h, on tournait. Et quand on avait fini, des fois, il y avait tellement de marchandises qu'il fallait encore charger, repartir. Et on finit à 11h, minuit. Donc des sacrées journées quand même pour un jeune homme. Oui. Bon. Donc, voilà. Et quand est arrivé la fin de la saison, il m'a dit, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai dit, on fait que je ne vais pas à l'école. Hein. Bon, donc à l'époque, on avait le droit à 14 ans d'embarquer. Et j'ai embarqué comme un mousse. Après, j'ai fait matelot léger. J'ai lu dans un article, Alain, que vous disiez « Avant que je touche la barre, il a fallu que je fasse mes preuves ». Votre père était pédagogue, il a été un soutien avec vous ou il était un petit peu dur? Il était dur, mais pas, je sais pas comment vous dire, c'était pas dur en méchanceté, c'était comme ça. Et quand tu as un certain âge, tu as envie de prendre la barre du bateau, enfin, de piloter, quoi. Hein. Et non. Occupe-toi de les amarres, occupe-toi de ci, occupe-toi de là. Et je me rappelle une fois, je lui ai dit, ouais, mais t'as vu, c'est que moi qui fais ci, fais là, eux, ils font rien. Il m'a dit, c'est ton travail, ça. T'as qu'à t'occuper de ce que t'as à faire, t'occupe pas des autres. Puis jusqu'au jour où, à l'époque, on arrivait au Levant, à l'Égade, et on ne pouvait pas rester à quai. Parce que bateau, il y avait 2 quais, mais il fallait tourner pour que les autres puissent sortir. Donc on arrivait à quai, on restait à peu près, des fois quand ça tombait bien que le bateau avait un peu de retard, on restait 5-10 minutes à quai, puis hop, l'autre arrivait, mais c'était pas ton heure de départ. Donc tu sortais, le bateau rentrait, il faisait ce qu'il avait à faire, il partait, tu revenais à quai. Et un jour, j'ai largué, j'ai sorti tout seul avec le bateau. Il m'a regardé. Et je suis revenu à quai, j'ai un truc, il n'a rien dit. Et à partir de ce jour-là, il a commencé... Il vous a fait confiance. Allez, sors le bateau, je reste là. Alors il discutait avec les gens sur le quai, et Bon, après, ce qu'il ne savait pas, c'est que la nuit, je prenais le bateau et je partais tout seul. Ah oui. Avec 2-3 copains. Rentrais, je refaisais les mêmes nœuds, les mêmes... Pour pas que... Voilà. J'étais pas tout... Donc tout vous neuf, êtes à la fois formé auprès de votre père et un peu tout seul aussi, si je comprends bien. Enfin, c'est quand même cet homme qui m'a vous a appris tout la mer. appris. Hein, Ouais. Parce qu'il faut quand même penser que ma famille, que ce soit mes grands-parents ou mon père, moi après, mais il y avait les hélicoptères qui étaient arrivés, tout ça, mais tous avant, c'était ma famille, les gens des îles leur devaient, pour mener les docteurs, quel que soit le temps, la nuit, appareiller, chercher pour ramener un toubib ou mener quelqu'un à terre qui était en danger de mort, par tout temps. Bien sûr, en fait, la liaison insulaire entre le Levant et le continent, c'est votre grand-père qui l'a lancée, en quelque sorte. Vraiment, la ligne vraiment, oui, officielle, c'est mon grand-père en 1926. Oui. À cause de la Poste. C'est la Poste qui a donné ce truc de service officiel. Et alors, vous travaillez combien d'années aux côtés de votre père? Donc, en 57 jusqu'en 74. Vous assuriez quelle liaison avec la navette? Levant, Port-Cros, Levant, Lavandou. Ok. On ne faisait pas Port-Cros. Alors, j'ai lu que la nuit du 1er août 65, vous évacuez 400 personnes du Cap Bénat en flammes, dont le président de la République, Vincent Auriol. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce souvenir? Alors, il faut penser que dans les années... c'est pas en 65, c'est en 64, mais enfin... il fallait, pour avoir droit au commandement d'un bateau, il fallait avoir ses brevets, mais si c'était un bateau à passagers, il fallait avoir 24 ans d'âge. Donc, étant né en 43... Vous ne les aviez pas. Voilà. Donc, j'avais pas le droit de prendre le bateau. Mais mon père,
qui était à son 2e divorce, vivait à Hyères. Et on demande à ce que, et si vous préférez, par mon travail, je connaissais l'accès, parce que l'accès au petit port du Pradet est assez difficile. Surtout si tu ne connais pas, parce que tu peux filer une hélice en l'air ou quoi. Et c'était un fort coup de Mistral qui attise, donc qui part le feu qui est parti du côté de avant la Londe et tout. Et donc je rentre au quai et je fais un premier déchargement sur lequel je le débarque sur des vedettes d'Île d'Or qui attendaient, on ne peut pas dire au large en tant que large, mais qui étaient à 300 mètres, oui. qui étaient là. Donc on se met bord à bord, il débarque la passager une fois, 2 fois. La 3e fois, j'y vais certainement. Et là, j'embarque le président de la République, Vincent Auriol, qui avait certainement un problème à la hanche. Il était sur un siège de chevaux, porté par des gens. Donc il monte à bord et on avait des bouteilles de gaz qui explosaient, qui montaient comme des... Et on attendait tous ces gens qui rapatriaient. Et manque de peau, j'avais droit à 120 passagers. Je me trouvais avec à peu près 190 passagers. Et la fumée et tout. Donc je vais voir le président. Je lui dis non. Prenez votre temps, Alain. Il me dit non, capitaine, c'est vous qui décidez. Et donc, plus personne n'arrive ou quoi, et puis je décide donc de partir. Mais étant surchargé comme ça, je suis échoué. C'est-à-dire que je ne peux plus sortir. Donc je transvase les gens d'un bord à l'autre par un système pour que le bateau gîte. Oui. Et à force d'accélérer, j'arrive à sortir. J'accroche quand même une hélice, mais bon, et je sors. Et on est rentré au Lavandou. Voilà. Sacrée histoire. L'histoire du Cap Bénat. Ce qui m'a permis, l'année d'après, d'avoir le droit de commandement. Oui, on peut imaginer que là, vous aviez fait largement vos preuves. On sent une vive émotion, parce que les images vous reviennent de cette... J'aurais pu perdre le bateau. Bien sûr. On aurait pu... Vous savez, c'est que là, depuis, on m'a donné des médailles, mais si ça s'était mal passé, on m'aurait peut-être pas donné des médailles. C'est toujours pareil. Mais enfin, j'ai fait ça parce que je savais le faire, parce que j'ai pas fait un exploit. Je pense que ça avait été un autre qui connaissait, il l'aurait fait. Mais vous étiez particulièrement jeune quand même. 20 ans. Oui. Alors, dès 1947, je reviens un petit peu en arrière, la concurrence s'installe au Lavandou avec la Compagnie des Îles d'Or fondée par Jean Olivier. Une première tentative de rapprochement se fait dans les années 60 qui n'aboutit pas. En 1969, vous partez à l'île d'Elbe acheter un hydrofoil qu'on appelle aussi les bateaux volants, puis un deuxième l'année suivante. J'ai lu quelques petites choses du coup sur le sujet, c'est extrêmement novateur à l'époque. Comment vous avez l'idée d'acheter ces bateaux et est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs quelles sont leurs particularités ? Leur particularité, c'est la rapidité avec laquelle ils se déplacent. On marche à 38 nœuds, donc ça commence à faire, ça fait presque 65-70 km/h. C'est, comment dirais-je, un Italien qui vient me trouver et qui me dit pourquoi ne mettrait pas... Alors, d'abord, la première chose qui comptait, c'était est-ce que ça pouvait passer par tous les temps que nous avons. Alors, il me dit, écoute, fais une chose, tu vas à l'île d'Elbe et puis tu vas avec eux. Et la fatalité a voulu que le jour où j'arrive, il y ait une tempête d'Est et l'hydrofoil a passé. Donc j'ai tourné toute la journée avec, je suis rentré, avec des démarches et tout. J'en ai fait l'acquisition de haies. Et c'est la Suisse
qu'il y en avait un qui avait été fait pour la foire de Genève en Suisse, qu'il avait pour le lac, qui nous dit, nous on se sépare d'un deuxième. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a eu 2. Et alors, j'ai lu, en effet, vous dites que leur particularité, c'est que ce sont des embarcations qui vont très vite. J'ai lu que vous avez détenu le record de la liaison entre le continent et le Levant avec une traversée en 12 minutes au lieu de 40. Ça paraît assez dingue quand même. C'est des bateaux qui ne sont plus utilisés. Enfin, si vous préférez, sur 100 capitaines, 10 peuvent mener des hydrofoils. Et c'est reconnu, de 2 à 3 sont des pilotes parce que c'est spécial, si vous préférez. C'est pas infaisable, mais c'est spécial. En 1974, votre père décide de vendre la société, donc le Corsair, à votre concurrent, donc Jean Olivier. De vos 17 ans de navigation auprès de votre père, quels souvenirs vous gardez, Alain ? Ça a été toute une époque merveilleuse. Même après, mais pendant cette époque-là, j'ai travaillé comme un dingue. Mais faut pas me regarder et dire comment il a pu faire ça. Non, ça se faisait tout seul. Il n'y avait pas de, si vous préférez, depuis que je suis rentré dans cet truc, j'entendais parler que d'une chose, les moteurs. Alors je mangeais à la maison, ça n'a pas tenu, ça n'a pas lâché. On a encore ça à payer, on a acheté les moteurs. Et à partir de l'âge de 14 ans, comme je suis rentré, je me suis mis à travailler avec les mécaniciens parce qu'à l'époque, les mécaniciens travaillaient la nuit. C'est-à-dire qu'on arrivait à quai où il fallait lever une culasse ou lever un truc, et je travaillais avec eux. Et disons que même déjà 15 ans, 16 ans, je pouvais le faire presque tout seul. Et à 18 ans, c'est moi qui faisais la totalité des réparations, des entretiens, la nuit. Mais le lendemain, je tournais avec le truc. C'était une espèce de fierté. Oui. Il tourne grâce à moi et voilà. Oui, ça a été 17 années de bonheur. Est-ce que vous avez vécu des traversées risquées ? Est-ce que vous vous êtes déjà fait peur en mer ? Peur, non, mais avoir des craintes avec... quand je dis avec mon père, mais c'était pas des... Parce que, j'ai fini comme lui, J'ai fini comme lui, la mer, sans problème. Mais j'avais pas ce qu'il avait. Et des fois, je me disais, putain, comment ça va finir, quoi, Alors qu'on a toujours passé, qu'il avait fait ce qu'il fallait, et qu'on est passé comme il fallait, et tout. Mais des fois, il y avait ces murs d'eau, là, je disais, putain, on passait, et allait, hop. Peur, non. Ce qui m'est arrivé, c'est d'avoir peur quand je fais des sauvetages pour mes hommes. Parce que quand tu es en pleine mer et que tu tu lances un homme en mer, en pleine mer, disons à 100 000 au large, ça fait 200 km presque, 180 km, et qu'il va monter sur le voilier qui est là, qui lui, avec des creux 5-6 mètres, tout ce que ça peut donner. D'accord, tu lui as mis un harnais, si on voit que ça va pas, tu le ramener, mais tu le ramènes comment parce que pendant ce temps-là, on est couché comme ça, non, c'est ça, oui, t'es content quand tu le vois, avec le projecteur, tu le vois, puis d'un seul coup, il est à bord, et là, la VHF, il te dit, c'est bon, je suis à bord. Oh putain, là, tu commences à respirer. Là, oui, des craintes comme ça, oui. Ces expériences de sauvetage, vous les faisiez quand vous étiez sur le Corsair ou ensuite quand vous avez eu votre entreprise de travaux maritimes ? Avec mon père, quand ça arrivait, il n'y avait personne. Ah oui, donc vous étiez missionné. Oui. Ça arrivait, on faisait, c'était... Mais il y avait beaucoup moins d'abord de bateaux. Oui. Et le peu qu'il y avait était plus marin que ce que nous avons maintenant. Maintenant, plus expérimenté. Tu montes, tu fais ce que tu veux. Après, tu restes les couillons sur l'eau, mais ça c'est autre chose. Mais non, c'était... c'est après, dans les années 76, que j'ai acheté un bateau qui s'appelait Laisse dire. Pourquoi il s'appelle Laisse dire ? Pourquoi ? Dites-nous. Quand je suis quitté mon père, je n'avais pas d'argent, si vous préférez. Ma femme travaillait comme coiffeuse, donc il fallait que j'achète un bateau.
Et c'est mon grand-père qui m'a donné 10 000 francs à l'époque. Donc j'ai été acheter un bateau à Saint-Mandrier. Et déjà, on ne change pas le nom d'un bateau. Mais là, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, il s'appelait Marguerite Jean-Victor, le bateau. Donc, si vous appelez le Crossmed et que vous commencez à dire Victor, Alpha, Bravo, machin pour le nom, et que vous avez fini, ben, vous avez fait toute la nuit pour dire que... Donc, j'ai dit, tant pis, faut que là, je ne peux pas faire autrement. Et pour faire plaisir, je voulais faire plaisir à mon grand-père, qui a eu ce premier bateau, qui s'appelait, et là, j'ai manqué, j'aurais dû l'appeler comme mon grand-père, il s'appelait Leïs Dir en patois, c'est L-A-I-2-S, plus loin D apostrophe I-R. D'accord. Leïs Dir. Et moi, j'ai mis Laisse dire. Voilà. Alors que tout le monde faisait parce que non, c'est uniquement pour le remercier. C'est une belle histoire. Quand j'ai voulu les rembourser, il m'a dit non, c'est pour toi. En effet, en 1976, une nouvelle vie commence pour vous. Vous fondez une entreprise de travaux maritimes au Lavandou. Et mécanique. Et mécanique. C'est le fameux chalutier de 11 mètres qui s'appellera l'Esdir, c'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, les traversées vous manquent quand vous changez complètement? Ben non, parce que je me retrouvais avec un tel travail qu'il fallait que je réponde pour pouvoir que ça tourne, quoi. Voilà, donc non, ça m'a pas manqué. Non, j'ai pas eu le temps que ça me manque. Vous prenez cette entreprise de travaux maritimes qui s'agrandit et qui va compter jusqu'à 25 personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles étaient vos activités? Les travaux sous-marins, on a fait le port du Lavandou, on a fait une grande partie du port de Fréjus, on a fait Saint-Raphaël, on a travaillé à Saint-Tropez, on a fait Aguet, on a fait, je sais combien de ports j'ai fait à l'époque, parce que j'avais inventé un système de caissons qui, par ballastage, pouvait travailler pour sortir les quais. Enfin, c'était tout un système qui a bien marché. Après, disons, dans les années 2000, j'ai été copié par d'autres entreprises et voilà. Donc j'ai arrêté ce truc-là parce que j'avais, si vous préférez, repris le transport sur des îles. Absolument, parce qu'en fait en 98, un rapprochement se fait avec la compagnie des îles d'Or, le Corsair, voilà, qui a pris ce nom-là, après avoir racheté l'entreprise de votre père. Vous entretenez leurs navires et formez les équipages. Pour vous, c'est une période... Mais si vous préférez, en travaux maritimes et tout, je faisais le dragage du port, de tout ce qu'on peut imaginer. Et je vois arriver un certain monsieur Jean-Pierre Olivier. Disons que j'étais un peu surpris, mais j'ai jamais eu aucun problème avec Jean-Pierre Olivier. On s'est connus comme ça, sans se fréquenter à l'époque, mais j'ai pas eu de différend avec lui. J'avais tous les jours, j'avais, pour pas dire tous les semaines, mais au moins tous les 2 jours. C'est dans tel état, c'est pas ci, il n'y a pas là, ils vont pas ci, ils font pas ça, ils font pas ci, ils font pas ti, patin. La société, c'est une catastrophe. J'avais pas dans l'idée de reprendre pour faire la ligne. Par contre, j'avais des gens des îles qui me demandaient de faire des transports de marchandises. Et comme j'avais une grue sur le bateau, je pouvais faire ces transports. Et ça, c'est parti de là. Si vous préférez. Bon, je faisais donc les travaux maritimes, faisais les chantiers, Levant, Port-Cros, mais comme je travaillais sur le Levant, je travaillais sur Port-Cros, que ce soit dans le port de l'un ou de l'autre. Et un jour, je vois donc arriver Jean-Pierre et il m'explique un peu comment ça se passe. Donc son père est parti, je vais voir dans l'état où c'était. C'était catastrophique. Mais se demander, et la chance qu'ils ont eue, tant mieux, parce que depuis, il s'est lié une telle amitié avec ces deux, parce qu'il y a Jean-Pierre et Jean-Paul, une telle amitié avec ces gens, que j'aurais pas connu ça. Donc, disons, j'aurais pas connu cette belle chose. Donc, on a commencé à faire une saison où il partait sur 2 moteurs, il revenait sur un. Donc je travaillais la nuit, le jour, pour arriver à faire tourner tout ça, pour faire la saison.
Enfin, on arrive à faire la saison à peu près, et avec Jean-Pierre, on a refait entièrement la flotte. On a toute la flotte, on l'a toute reprise et tout. Faut penser à un truc qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est, vous préférez, c'est 2 bateaux corsaires, ces 2 bateaux. C'est moi qui les ai faits, qui les ai chiadés. Et le premier bateau, ça a mis, pour le faire, à peu près 6 mois, avec l'architecte. Ouais. Donc on discute et tout, et au bout d'un moment, l'architecte dit bon, monsieur Olivier, donc on va l'appeler comment celui-là, parce que le dernier bateau qu'ils ont s'appelle Île d'Orvin. Oui. Et Jean-Pierre a dit il n'y aura plus d'Île d'Or, il n'y aura que des corsaires, il s'appellera le Corsaire. Ah, c'est magnifique. Et donc le Corsaire, donc, en mémoire ça, de... je ne m'y attendais pas, ouais. Vraiment. Mais en mémoire, Voilà. en mémoire de votre père, parce que est-ce que les bateaux à l'époque de votre grand-père s'appelaient déjà le Corsaire, ou c'est votre père qui... Ah non, moi, c'est mon père qui... C'est votre père. C'est mon père, c'est toute une histoire qui est due. On est dans les époques, on est dans les années 30, 40, et c'est l'époque de Tino Rossi. Donc il y avait toujours le foulard autour du cou, c'est le petit foulard, c'est les cheveux, cheveux plaqués. Il y a le petit foulard, quoi, hein, Ouais. et la casquette. On est sur des pointus où il n'y a pas de cabine, il n'y a rien. Hein, c'est un pointu 9 mètres, qui à l'époque, c'était des paquebots. Hein. Il est en mer et la casquette part à la mer. Comme il avait les cheveux longs, il prend le foulard qu'il a là et il le met Autour de la tête. Et le corsaire, parce que pour avoir une casquette, il fallait aller à Toulon. Aller à Toulon, il fallait prendre le train d'Épingle, il fallait à l'aise la journée pour pas dire 2 jours, et tu peux pas arrêter le bateau, puisque là, à l'époque, il faisait tous les jours en été. Hein. Il faisait 2 voyages par jour l'été, vous voyez ce que je veux dire, avec son pointu, il n'allait pas partir. L'année d'après, il a mis sa casquette, parce qu'il avait été là-bas. Mais Loulou, mais non. Garde le foulard. Et il est resté. Et c'est de là que vient Loulou le Corsaire. Ah, c'est une très belle comment histoire. Il est devenu Loulou le Corsaire. Et est-ce qu'il y a encore des bateaux avec le nom Le Corsaire qui naviguent ou pas aujourd'hui? Ah oui, il y en a 2. Il y en a 2 c'est encore. les 2 derniers. Ouais. De la Compagnie des Îles. Ouais. Donc, ils ont vendu. Moi, j'ai gardé mes deux Lesdire, puisque quand le premier Lesdire, je l'ai vendu, parce que au début, quand j'ai acheté le premier Lesdire, je faisais la pêche avec. Mm-hmm. J'ai fait la pêche pendant 2 ans. Je m'étais dit, la pêche, c'est tellement facile. Moi, je suis capable de faire le moteur entièrement, de réparer le treuil, de réparer les arbres d'hélice, de faire tout, puisque c'était mon métier. Oui. Mener un bateau, alors là, c'était... Donc après, il faut jeter un truc plein de trous, là. Tu retires, et puis si eux, ils prennent ça, c'est comme... Moi, je suis quand même... je me suis bien rendu compte que... C'était pas si simple? Pas du tout. Parce qu'ils sortaient à telle heure, pas à telle heure, tel jour, pas tel... Ceux-là, ils sortaient pas et tout. Putain, il s'est fait nier. Et moi, j'ai commencé à tirer la langue. Hop là, j'ai dit, hop, je reprends vite. Donc, avec le bateau, je me suis mis à faire des travaux sous-marins. Voilà pourquoi. Tout en gardant la mécanique et l'entretien des bateaux de pêche de 7 jusqu'à Cannes. Je faisais l'entretien des bateaux, j'avais un camion atelier, tout. Voilà, et après, je me suis agrandi quand le port du Lavandou s'est fait. Vous passez la main à votre fils Franck en 2015, à la tête des travaux maritimes et mécaniques du Lavandou. Est-ce que vous aviez ce désir de transmettre ça à votre fils, et est-ce que vous êtes fier que cette tradition et ce savoir-faire dans les activités maritimes se perpétuent aujourd'hui à travers votre fils? Absolument, mais c'est... Vous savez, la conjoncture fait que on n'a plus de protection dans notre travail. C'est-à-dire qu'avant, tu bougeais une oreille, hop, il fallait que tu reviennes, parce que je parle de la marine. Hein. Maintenant, la marine, elle a un laisser-aller qui est... Voilà. Tu prends un bateau, tu te débrouilles, on te dit, il ne faut pas le faire, mais si tu le fais, c'est pas... attention, que ça soit pour les transports, que ça soit... Tu fais ce que tu veux sur l'eau. Donc, oui, je suis fier, mais il travaille au moins autant que moi, au moins. Et j'ai dit, tu n'arriveras jamais à faire ce que j'ai fait, mais c'est pas ta faute. C'est que la conjoncture, elle est...
C'est totalement différent, c'est totalement... Le personnel, tout est devenu... Avant, t'arrivais, tu disais, je voudrais naviguer. Ah bon? Tu veux naviguer? Tu vas à Toulon, tu passes la visite médicale à la marine. Bon pour t'embarquer. Maintenant, il faut aller à l'école pendant 4 mois. Il faut ci, il faut là. Pour avoir droit au commandant, il fallait avoir 60 mois de navigation. Ça fait 5 ans. Hein. Pendant 5 ans, tu pouvais pas... Il fallait que tu aies navigué 5 ans. Là, tu sors de l'école... Et quand tu leur dis, mais vous vous rendez... Ah, mais c'est à vous de les former. Nous, on leur a appris, en gros, t'as droit à ci, t'as droit à là, tu peux... Mais leur devoir, ça... non, mais ceux qui doivent savoir pour... ne prends pas ci, ne touche pas là, ne te baisse pas, fais attention. Tout ça, on leur a appris. Mais la mer elle-même, ils la connaissent pas. Hein. Alors, 60 ans de vie maritime, ça ne s'efface pas comme ça. Je crois que vous continuez également d'assurer des responsabilités en tant que membre de la commission sécurité pour les navires de pêche et transport à passagers. Ouais, en regardant Marseille, c'est ça. En regardant en arrière, de quelle réalisation est-ce que vous êtes le plus fier aujourd'hui, quand vous regardez tout votre parcours professionnel? Disons, à partir de 70 ans, j'ai légué à mon fils... 2 bateaux, 2 remorqueurs. Hein. J'ai légué des ateliers sur le port. Nous avons un hangar avec un banc d'essai pour les moteurs et les inverseurs. Nous avons une villa que je leur ai donnée. Enfin, voilà. Donc c'est le fruit d'une vie de travail. Et je suis fier de tout ça, mais je trouve ça normal, j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. Maintenant, à lui. À lui. Vous avez un lien tout à fait singulier avec les îles d'hier, que ce soit le Levant, Porquerolles, je ne sais pas, un petit peu ou pas? Vous avez très peu avec Porquerolles, très peu. J'ai travaillé à Porquerolles pour faire des travaux de port, des trucs comme ça, mais très peu. Mais mon père et mon grand-père, pareil, ils se connaissaient. Ou le corsaire, ah ouais, mais on connaît. J'ai connu, moi, le corail, j'ai connu... l'épervier. Des bateaux qui étaient là. Mais ils se connaissaient, mais pas de lien plus fort que ça. Pas de lien. Pas de lien plus fort. Porquerolles, c'était Porquerolles, pas plus. Alors, on va parler un petit peu de Porquerolles, parce que c'est le sujet du podcast. À quand remonte votre premier souvenir de l'île de Porquerolles? Je pense que c'est vraiment dans les années 60, parce que avant, mon père faisait pas Porquerolles, il faisait que le Levant. Oui. Et après, le parc est venu en 62. Et ça a commencé à changer. Donc on a fait Levant, Porquerolles. Voilà. Mon père, c'était le matin, tu arrivais, on parle de toute l'année, mais l'hiver, tu arrivais, tu pouvais pas dire est-ce que on fait la traversée. On fait la traversée. Qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous frappe quand vous découvrez Porquerolles, par rapport à l'île du Levant, par exemple? Moi, je découvre pas Porquerolles. Non, c'est une île. C'est l'île de Porquerolles. Je la vois tous les jours du côté de Portman, si vous préférez. Tout. Puis un jour, on fait le service. On accoste, on repart, Hein. Mais Non, j'ai plus Porquerolles, c'est quand j'ai fait des travaux à Porquerolles. Oui. Là, j'ai fait quand même plus de travaux à Porquerolles. Les 2 quais en bois qui sont là, je les fais avec l'entreprise. Le quai qui est devant chez Dany, c'est moi qui l'ai fait. Le quai de pierre, c'est moi qui ai machin et tout. Mais quand on a pris le service en faisant Porquerolles-Levant, fallait y aller parce que fallait qu'il passe. C'était pour rien, mais fallait passer. S'il n'avait pas passé, ça aurait été comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez aller au bout s'il n'était pas passé? Je sais pas, il aurait pas eu presque honte de. C'était pour lui, c'était un déshonneur. On disait pas, qu'est-ce qu'on fait, où on y va? Non. On arrivait, on préparait le bateau, tout, machin. C'est prêt, bon, on lance le moteur, allez, on y va, on prend les parties. Tu montais, tu descendais, mais tu mettais... Parce que quand vous pensez qu'il passait par tous les temps avec un pointu de 9 mètres, il mettait quand même en moyenne 1h15. Oui. Quand il faisait mauvais temps, ils arrivaient à mettre 2 heures. Hein. Ah oui. Ils arrivaient à ne pas pouvoir accoster au Lavandou, d'être obligés d'accoster à Cavalière.
tellement la mer était forte. Mais il fallait traverser vaille que vaille. Ah oui. Si on s'arrête un petit peu sur Porquerolles, est-ce que vous sauriez me dire s'il y a un ou des endroits à Porquerolles que vous aimez particulièrement? Est-ce que vous arpentez un peu, est-ce que vous avez un petit peu arpenté l'île et est-ce qu'il y a des endroits à Porquerolles où vous vous sentez bien ou c'est des endroits que vous aimez particulièrement? À Porquerolles, tu te sens bien partout. Hein. Il n'y a pas, il y a pas d'endroit. Après, il y a des petits coins particuliers, mais bon. Là, des petites terrasses, là, oui, hein, c'est ça. Bon, voilà. Mais non, il n'y a pas de. Porquerolles, on est bien partout. Hein. Mais c'est depuis que je connais Dany, que je parle, que je suis avec Dany, Oui. que j'apprécie Porquerolles à des points. Pas qu'autrement, moi j'arrivais à Porquerolles, je touchais, puis je repartais, je repartais. C'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant, avant finalement d'y mettre un pied et peut-être d'aller marcher sur l'île et de connaître un peu mieux l'île accompagnée. Moi j'ai plus envie de marcher sur l'eau. Vous avez... Alors, marcher, ouais. Est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote marquante que vous avez vécue à Porquerolles ou sur une autre île ou sur l'île du Levant? Je pense que la chance que j'ai eue, c'est quand même de naître à l'île du Levant. Ça, c'est quand même quelque chose qui est ancré en moi. Par contre, quand je retourne sur mon île, j'ai du mal. Qu'est-ce qui a changé sur l'île du Levant? Tout, que ce soit les routes, les chemins, les habitations. Puis à l'époque, t'avais quoi? T'avais 10-15 familles, 20. Donc tout le monde se connaissait. Là, doivent 200 ou 300, tu vois ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens que je connais pas, qui me connaissent, mais que je connais pas. Vous y retournez régulièrement ou pas sur l'île du Levant? Non. Vous m'arrive d'y aller pour... ou des réunions, ou ou des enterrements, malheureusement. Ça, oui. Vous avez encore de la famille là-bas? Non, j'ai plus personne. On a quitté l'île. Ça doit être dans les années 90. Oui. On a vendu le dernier terrain qu'on avait là-bas et on n'a plus rien sur l'île. On n'est plus. Le problème du Levant, c'est qu'il n'y a pas de port. Oui. Autrement, je pense que mais le problème, c'est que tu peux pas avoir des bateaux et pas de port. Pour ça qu'on s'est retrouvé sur le Lavandou. Tu as des bateaux, tu restes dans un port, tu peux pas faire autrement. Et cette île, elle vous manque parfois? Je sens que vous êtes, c'est vraiment l'île du Levant, c'est vraiment votre île. Peut-être plus que Porquerolles, qui est une île que vous avez découverte après. Ah, c'est une annexe, Porquerolles. C'est une annexe pour vous, Porquerolles. C'est une boutade. Non, c'est pas du tout. Non, c'est pas. Non, on est des Iliens, Mais le problème, c'est qu'à Porquerolles, on se voit toujours. Oui. Tu vas au Levant, je vois plus personne. Quand j'ai vu celui qui nous transporte les marchandises en camion, que j'ai vu celui qui va avoir besoin de ci ou de là, après c'est fini. Vous diriez que vous avez maintenant plus de liens humains avec des personnes de Porquerolles qu'avec des personnes du Levant? Oui. C'est différent. Hein. Ce sont des gens très spéciaux à Porquerolles, mais j'ai beaucoup de liens, mais même très puissants avec Porquerolles. Je comprends. Mais le Levant, c'est pas resté un village. Ouais. C'est pas resté un village. Vous trouvez Alors c'est sûr que Lorette, Capoulade, Chevalier, des gens, mais c'est 3-4 personnes. Bon, donc quelques regrets, j'entends quand même dans votre voix. Oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous ne pouvez pas la garder que pour moi. Hein. Je l'aurais bien fait, mais... Alors on dit souvent que de la vie insulaire, qu'elle fascine autant qu'elle peut effrayer. Qu'est-ce qui fait selon vous sa particularité en termes d'espace, de temporalité et de vie en communauté? Les insulaires, vivre sur une île, qu'est-ce que ça vous évoque? Là vous me posez une question que je ne connais pas. C'est pour ça en fait, je trouve que c'est très intéressant parce que je la connais pas moi. Vous savez pas? Non, je pars à l'âge de 7 ans, 8 ans. Je suis blackboulé de l'un à l'autre parce qu'il y a un divorce, ça se passe pas bien.
c'est la vie, hein. Donc je me retrouve chez mes tantes, chez ma grand-mère. Alors à l'époque, on m'appelait pas Alain. Vous appelez comment? On m'appelait Petit Tout. Petit Tout. Alors Petit Tout, j'étais sur les plages, j'avais rien à manger, mais parce que j'avais pas été à la maison. Je partais chez ma grand-mère, je disais je vais voir papa. Ok, je partais, Tom me prenait envie d'aller à Rio Fred, j'allais à Rio Fred, quand j'arrivais, j'avais rien. Alors, tiens, Petit Tout. Alors, j'avais une tomate, j'avais un truc, je mangeais avec l'un, je mangeais avec l'autre. Puis je rentrais, oui, mais j'ai pas connu. Non, vous avez Après, pas connu. on m'a balancé là-bas. Quand je suis revenu, j'ai plus été au Levant. Et je comprends. J'y étais tous les jours, mais j'étais plus au Levant. Du coup, Alain, vous diriez plutôt continental ou insulaire? Parce qu'on sent quand même que vous avez quelque chose qui reste de l'âme d'un insulaire. Oui, non, vous êtes né au Levant. Moi, si vous préférez, le Levant, pour moi, c'est tout le départ de ma vie. D'abord, vous avez vu comment j'en parle. Je suis un Lavandourin parachuté, parce que vous savez que quand même, l'axe de la Terre passe par l'île du Levant, quand même. Oui, vous saviez pas? Non, je savais pas, dites-moi. Alors, il faut savoir que l'axe de la Terre, il passe, vous allez sur la place du village, oui. L'axe passe par là, c'est l'axe de la Terre. Mais on le garde pour nous, on ne va pas le dire à tout le monde, c'est juste pour nous qu'on garde cette chose. On a ça et on a 400 jours de soleil par an. C'est appréciable. C'est assez appréciable, oui. Ça aussi, on ne le publie pas. Oui, non, il vaut mieux pas, il vaut mieux pas. À Porquerolles, ils ont de la pluie, ils ont le parc national. Vous savez que quand le parc national est venu à Porquerolles, on me dit, mais alors qu'est-ce que c'est? Il y a des animaux, tout. Oui, il y a des animaux, il y a des lions, des tigres et tout. Ah bon. Ça, c'était la grosse galéjade. Après, on nous a demandé de ne plus le faire. Bon. Mais l'île du Levant, c'est celle qu'on nomme Héliopolis, donc tout tourne autour de cette île, si j'ai bien compris. Tout ça, il faut que ça reste sur l'île, sur le Levant. Si je vous pose la question, là pareil, vous allez peut-être me dire que vous ne savez pas me répondre, mais est-ce que, malgré tout, parce que on plaisante là, mais je pense quand même que dans vos traversées, dans les sillons que vous avez pu laisser autour des îles, vous avez pu capter un petit peu de l'esprit des îles qui peut émerger. Est-ce que vous sauriez définir ce que Marceline Henry et Pierre Buffet aujourd'hui dans sa lignée nomment à Porquerolles l'esprit de l'île, ou pour vous ça vous est très lointain? Si vous me parlez de Porquerolles ou du Levant, c'est différent. Là, je vous parle plus de Porquerolles. Ah, de Porquerolles, oui, non, mais c'est vrai qu'à Porquerolles, tu trouves plus de chaleur entre eux, cette espèce de village gaulois archaïque. Mais ça, tu ne le trouves pas au Levant. Mm-hmm. Au Levant, c'est en gros chacun pour soi. Ou c'est des clans. Ouais. C'est des clans. Il y a beaucoup moins d'habitants à Porquerolles. Pardon ? Il y a beaucoup moins d'habitants à Porquerolles. Oui, c'est certainement ça qui fait que... Et vous qui observez ça un petit peu avec un œil lointain? Peut-être, mais quand même, si on touche à une de ces deux îles, je ne le regarde pas avec un œil lointain. Ces deux îles sont quand même ancrées dans mon cœur à jamais. Hein, ça c'est... Non, mes îles, c'est à moi ça. On sait l'hyperfréquentation dont les îles sont victimes pendant l'été. Alors je pense surtout à Porquerolles. Je ne connais pas les chiffres pour Porquerolles, mais à Porquerolles, le parc enregistre des pics de fréquentation entre 8 000 et 10 000 personnes débarquées par les navettes, sans compter les plaisanciers. Est-ce que vous, en plus qui avez navigué et fait les dessertes entre les îles et le continent, est-ce que vous avez été témoin de l'essor de la fréquentation de ces îles ces 70 dernières années, et quel regard vous portez sur cette fréquentation des îles ? Je suis partagé parce que si je le regarde dans le sens que le nombre, mais le nombre, c'est partout le nombre. Le problème qu'on a sur la Terre, c'est le nombre. Mais le problème aussi, c'est que si ces gens qui vivent sur les îles, s'ils n'ont pas cette manne et le truc, comment ça va se passer ? Et donc l'équilibre. Et pour eux et pour ceux pour les vedettes, parce que les vedettes se sont comment dirais-je agrandis. Mm-hmm. On est parti dans les années 56-57, on avait des bateaux qui étaient entre 8 et 12 mètres. Oui. Oh là là.
Après, on est passé à 15 mètres. Oh. Maintenant, on a des bateaux qui font 24 et pas plus de 30 mètres parce que nous avons fait entre toutes les compagnies. Mhm. Et Vous êtes il y a eu des standards. Comme quoi, on ne dépasse pas 30 mètres. D'accord. Oui. S'il construit un bateau de plus de 30 mètres, il ne peut pas rentrer Donc dans le les port. bateaux ont grossi, la fréquence des navettes s'est Voilà. accentuée. Et maintenant, en gros, tu dirais, maintenant, voilà, sur l'île, on ne porte plus que ça. Oui, et alors? Ah ben ouais, vous mettez le bateau sous le dos, puis l'autre, moi, non, et le restaurant, et le machin, et ci, et là. On est dans cette course. Qu'est-ce que vous pensez des jauges qui ont été mises en place à Porquerolles cet été? Les jauges, le nombre, la régulation, le nombre qui a été fixé, limité pour Porquerolles cet été. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Moi, je parlais professionnellement. Les vedettes apportent passagers, mais apportent la sécurité, l'évacuation, tout ce qu'on peut imaginer et de l'argent qui est quand même important sur les sommes que paye chaque passager. Quand on parle de la taxe Barnier, tout ça, c'est quand même des trucs importants. Et tout ce qui se greffe autour, c'est-à-dire tous ces bateaux qui maintenant portent des gens, alors je parle des nuques, qui eux font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent. Voilà, c'est comme ça. Je veux vous dire que si déjà tous ces gens, toute cette nouvelle navigation était régulée, parce que là, tu viens, tu débarques comme tu veux, il n'y a pas de taxes, il n'y a rien. Tout ça est subi par les paiements des vedettes qui payent des taxes. Et on va réduire ces gens-là, alors qu'on pourrait au moins faire payer tout le monde et qu'on réduise déjà par là, au départ, et après les vedettes à passagers, ou alors la totalité. Parce qu'en gros, on dit, on jauge tant de bateaux, mais les autres bateaux, ça tourne toujours, ça fait ce que ça veut, ça cause tout ça veut, ça fait ce que ça veut. Oui, vous pensez que finalement, ça ne sert pas à grand-chose? C'est la fine, c'est le truc des plaisanciers, là, qui a un tel pouvoir, parce que on n'aurait jamais dû laisser faire vous vous rendez compte, il faut un capitaine, il faut un mécanicien, il faut tant de matelots pour truc, il faut un exercice d'incendie, un truc d'assistance, un truc de machin. Il y a tant de choses pour pouvoir faire naviguer un bateau. Là, tu arrives, tu es capitaine de 100, c'est-à-dire que tu sors de l'école qu'on a dit, tu achètes un Zodiac et tu fais le transport de passagers. C'est possible. Voilà. Et tu arrives à Port-Cros et tu fais ce que tu veux. Marceline Henry, avec le soutien d'André Malraux, alors ministre, a œuvré pour la protection de l'île, pour que l'île de Port-Cros devienne parc national. Est-ce que pour vous, cela a été déterminant dans la protection de Port-Cros, suffisant? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que cette île soit parc national? Je pense que oui, mais pas à 100%. Je pense non. Alors, est-ce que si l'île avait été laissée à la construction, à ci, à là, est-ce que ça aurait été une île comme si une île... Ça, c'est facile à dire. Bon, mais regardez, si on se base maintenant sur le Levant, heureusement que la marine a pris toute la partie là-bas, parce qu'autrement... on aurait été comme le village, tout construit d'un bout à l'autre. Alors est-ce que ça aurait été un port avec presque des draguettes, avec des bateaux de 30 à 50 mètres pour faire les traversées, tellement il y a de monde sur les îles. Mais oui, je pense que c'est pas mal quand même. Voilà. Alors on va revenir à votre île de cœur, l'île du Levant. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de plus concret, de plus sensible que vous regrettez dans l'île du Levant de votre enfance, celle que vous avez connue petit? Est-ce qu'il y a peut-être une image, des souvenirs, des choses dans l'île qui... Non, mais tout ce que j'ai vécu sur l'île du Levant avant que je parte... Oui. C'était que du bonheur pour moi. C'était que du bonheur. Ah j'étais livré à moi-même. Oui. Mais c'était pas
qu'on se foutait de moi, mais j'étais livré à moi-même parce que j'étais chez moi de partout. Partout, j'étais chez moi. Partout. Mon père, t'as pas vu Petit Tout? Ouais, il est passé là. J'étais partout, j'étais chez moi. Mais c'était une seule famille. C'était comme ça à Port-Cros, un peu plus grand, mais c'était... Maintenant, je vous dis, j'en connais un quart des gens qui sont là-bas. Hein. Tout le reste, je ne connais plus personne. Alors, c'est mon avant-dernière question, Alain. C'est une question pas facile, mais comme vous avez ce regard un peu interinsulaire, je vais devoir vous poser la question pour au moins 2 îles. Quelle est votre définition du Levantin ? Moi, je dirais qu'actuellement, le Levantin est trop personnel. Enfin, de ce que je vois plus cette famille quand même qui était en racine. Moi, je me rappelle dans les années 60-65, il y avait encore... on se connaissait, pour ainsi dire, tout le monde. Là, on ne connaît plus personne, on ne se connaît plus. Et sur les marchandises qu'on porte... c'est anonyme, non, il n'y a plus... je pourrais pas dire, je trouve que le Levantin n'est plus le Levantin que je pensais connaître, dans le sens de famille. C'est pas l'esprit que vous avez connu en fait. Ah là là, et de loin, c'est plus l'esprit que j'ai connu. Alors si je vous demande une définition du Port-Crosien, vous me dites quoi, Alain ? Difficile de parler là. Vous pouvez prendre le temps. Ça se retourne contre moi après. C'est vrai que pour moi, quand j'arrive à Port-Cros, c'est quand même Alain. C'est Alain. Voilà, j'arrive. C'est Alain qui arrive. Voilà. Ouais. C'est vous Alain. êtes connu et reconnu là-bas. Oui, connu et reconnu. C'est agréable. Et on sait, je pense qu'ils le savent, qu'ils peuvent compter sur moi pour quoi que ce soit, dans ce qu'on appelle vraiment le coup dur. Hein. On a quand même plus ou moins sauvé une partie de Bagot. Hein. Hein, quand il y a eu le feu à Bagot, il n'y avait personne. Bon, quand c'est nous qui sommes réquisitionnés pour les pompiers pour mener la tête de pont. Hein, les pompiers, bon, si quoi qu'il y ait, si on ne peut pas passer, ben nous on passe. Mais alors on ne va pas passer pour dire on est passé. Mais si on ne peut pas faire autrement et qu'il faut passer, ben on va partir. Hein. Ils le savent, s'ils ont besoin de moi, je suis là. Mais ça met. Alors que le Levant, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas. Oui, du coup, en vous écoutant, on pourrait presque se dire que Port-Cros, c'est votre nouvelle famille insulaire d'adoption. Oui, peut-être. Enfin, je ne sais pas si je m'avance peut-être. Mais... Voilà, peut-être. Et alors, du coup, les Port-Crosiens, qu'est-ce qui les caractérise ? C'est cette amitié qu'ils ont entre eux, cette famille qu'ils forment entre eux, et qui, malgré les différences de l'un et de l'autre, reste la première chose qui compte, c'est... on est là, on est entre nous, même si il me casse les pieds, il m'a fait ci, il m'a fait là, et toi, ah ouais, moi, on est là, bon, puis, ah, salut, tu vas bien? Ouais, voilà, bon, c'est fini, non, mais c'est donc... non. Alors, pour terminer, quand vous pensez à l'île du Levant, peut-être celle de votre enfance, est-ce qu'il y a une image qui vous vient immédiatement à l'esprit ? Port-Avis. Port-Avis. Ah ouais, Port-Avis. Voilà, ça c'était Port-Avis, c'était... Toute votre enfance. C'était... Vous savez, mes grands-parents, c'était des... Comment on pourrait dire, des sauveteurs de pêcheurs. Alors, sauveteurs, que je veux dire, c'est qu'on a... Sur les îles, vous aviez le cabanon des pêcheurs. Il y en avait il y en avait 2 au Levant et 2 à Port-Cros. Il y en avait un dans le village et un à Port-Mans. Il y en avait 2... Et si vous préférez, à Port-Avis, il y avait donc ce cabas. Quand les pêcheurs arrivaient, qu'ils étaient bloqués pendant 2-3 jours, parce que pensez qu'on parle des années 30, les moteurs, c'était de la voile et des avirons. Hein. Donc quand ils étaient pris par le mauvais temps, hop, ils devaient se mettre à l'abri là,
Et la grand-mère et le grand-père, c'était ouvert, quoi. Bien sûr. Ah ouais, c'était ouvert. Voilà, ils mangeaient, ils dormaient. Ah ouais, les Pegliasco à Port-Avis, c'était... Une maison accueillante et chaleureuse. Par contre, c'était réciproque. Ils allaient à terre, ils étaient reçus. Ma grand-mère allait accoucher au Lavandou. Mon père avait 5 sœurs. Voilà. Bon, on va rester sur cette belle image de Port-Avis. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Alain pour votre précieux témoignage. Merci infiniment. Merci à Alain d'avoir retracé pour nous son parcours de marin interinsulaire et celui de sa famille, pour sa sensibilité et son esprit facétieux. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.